8h40 sur Sud Radio et tout de suite la parole au terrain. Ce chiffre, 6 millions de Français n'ont pas de médecin traitant. 700 000 d'entre eux souffrent d'une maladie chronique, comme par exemple le diabète, un cancer ou encore une maladie psychiatrique. Le gouvernement s'est engagé en mars dernier à ce que chaque Français ait un médecin traitant en 2027. Mohamed El Bojadaini a créé un outil pour faciliter ce lien entre médecins et patients à distance. La plateforme CureCall. Bonjour. Bonjour. Bonjour Mohamed El Bojadaini, merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Lutter contre le décrochage thérapeutique, c'est l'une des missions que s'est donnée CureCall. Avant tout, vous êtes spécialisé sur l'ophtalmologie. Comment ça marche concrètement ? Alors concrètement, c'est une solution, c'est un logiciel qui permet donc aux établissements de santé, aux hôpitaux, aux centres de soins, de créer des protocoles de suivi en dehors de l'hôpital ou en dehors du centre de soins. Donc on garde un lien permanent avec le patient et dans ce protocole, finalement, on y met des contenus, on y met des rappels, on y met des éléments qui vont permettre de suivre de façon renforcée un patient pour des problématiques. Donc l'idée, c'est d'aider le patient finalement à pas oublier son traitement, à savoir comment le prendre. C'est ça un petit peu l'idée ? Tout à fait, ouais. Aujourd'hui, l'inobservance qu'on peut appeler thérapeutique, c'est-à-dire la mauvaise prise du traitement ou le mauvais respect des consignes, coûte très très cher à notre système de santé. En moyenne, c'est 9 milliards chaque année. Et je vous donne un exemple très simple. Quand vous faites opérer, on vous remet une sorte de passeport ambulatoire dans lequel on vous donne énormément de consignes, des traitements à prendre et ainsi de suite. Et ce qui arrive souvent, c'est que les gens sont perdus dans cette masse de papier. Là, finalement, vous avez un système qui permet à un établissement de santé d'envoyer les bonnes consignes au bon moment de façon automatisée par SMS et on puisse parfois même y intégrer du multilingue. Donc, par exemple, nous, aujourd'hui, on a des hôpitaux qui envoient des consignes par vidéo, par audio, pour pouvoir toucher un maximum de patients et les aider au maximum à respecter les consignes et également à les accompagner. C'est des SMS qu'on va recevoir du coup au fur et à mesure, justement, comme des rappels un petit peu. Tout à fait. Comme des rappels, et au-delà de ça, vous avez même une sorte de chatbot. Donc, il va venir vous poser des questions par SMS. Globalement, avez-vous bien pris votre traitement aujourd'hui ? Et en fonction des réponses que vous allez lui donner, il va être capable finalement de déclencher des alertes dans le système de l'hôpital pour pouvoir, entre guillemets, vous faire appeler ou vous faire revenir en consultation quand c'est nécessaire, ou tout simplement aller piocher dans une librairie de contenu des vidéos, des éléments qui vous expliquent quelle est l'importance de respecter vos consignes ou tout simplement comment suivre vos conseils de votre médecin. C'est une forme d'assistant virtuel aussi bien pour les soignants que pour les patients, avec l'avantage d'avoir un gain de temps aussi. C'est ça aussi l'objectif poursuivi. Tout à fait, et les deux sont liés. De toute façon, aujourd'hui, vous ne pouvez pas créer un outil de renforcement du lien entre, je dirais par exemple, l'hôpital et le patient sans forcément créer des outils qui assistent les soignants parce qu'ils sont au cœur de cette prise en charge. Tout à l'heure, par exemple, je parlais de la prise en charge, par exemple, des opérations ambulatoires aujourd'hui, qui représentent un volume assez important pour les hôpitaux. C'est un gain de temps énorme. Le lendemain de chaque opération, chaque infirmière ou chaque soignant doit opérer un appel qui est fait aujourd'hui de façon très artisanale et très manuelle. Là, tout est automatisé. Donc, l'hôpital dispose d'une tour de contrôle, finalement, à distance, pour savoir quels sont les patients en difficulté à appeler ou à faire revenir en consultation ou à l'hôpital. Alors, CureCall, vous l'avez créé, fondé en 2020, c'est-à-dire on était justement dans la période du Covid. C'est pas anodin, justement, de l'avoir créé à ce moment-là précis par rapport aux maladies chroniques, notamment. On sait que le Covid, ça a été un moment où beaucoup de maladies chroniques ont été mises de côté, oubliées. Il y a eu des retards dans la prise en charge. Tout à fait. Encore, la vie a fait qu'il y a un alignement de planètes. La coïncidence a fait qu'on a créé CureCall juste avant. Bon, le Covid est arrivé comme étant un peu une mauvaise surprise, mais finalement, ça a été aussi pour nous une occasion d'apprendre beaucoup de choses sur ce sujet-là. On s'est rendu compte que beaucoup de patients dans les soins ont été annulés. Donc plus de visites de contrôle et ainsi de suite, se sont retrouvés à la maison en situation littéralement de décrochage thérapeutique. Donc observant beaucoup moins, en tout cas prenant moins leur traitement, respectant moins les consignes et ainsi de suite. Et c'est à ce moment-là, on a créé un premier dispositif pendant la période de confinement. Et là, on s'est rendu compte qu'en 3 semaines, on a suivi plus de 6 000 patients. Avec un besoin vraiment important justement de ces patients de continuer à garder ce lien avec justement ce système de santé. Et donc, effectivement, pour nous, le Covid, ça a été une école d'apprentissage qui a accéléré finalement la création de cette solution. Et au-delà de ça, on s'est rendu compte que à travers le Covid, beaucoup de croyances limitantes ont sauté. Finalement, dans la tête des soignants, également dans les autorités, ainsi de suite. Aujourd'hui, vous voyez, je pense au quotidien, le fait de faire une téléconsultation, le fait d'opérer des choses à distance avec le système de santé.
aujourd'hui est rentré finalement dans la norme. Avec un cadre légal qui a évolué aussi à la suite de ça. Tout à fait, un cadre légal, un cadre également de financement. Il y a énormément, la société évolue vers ça parce qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, l'hôpital, typiquement, ce n'est plus des murs. C'est tout simplement un contact entre des soignants, un système de soins et des patients. Et finalement, aujourd'hui, c'est le système de santé qui doit aller vers le patient et puis l'inverse. Est-ce qui fait qu'on a de plus en plus de start-up aussi qui se développent autour de ce domaine de la santé ? Tout à fait. Alors, toutes ces startups, toutes ces solutions emmènent justement des solutions à ces soignants, à ces organisations médicales, mais également à ces patients, parce que justement le contexte a changé. Aujourd'hui, il faut répondre différemment à ce besoin. Vous savez, ce qui a été dramatique, c'est que finalement le Covid a juste mis l'accent finalement sur une crise sanitaire qui était déjà là, que sont les maladies chroniques, qui explosent. Et au-delà de ça, ce dont on se rend compte, c'est quand vous allez chez Apple, quand vous allez dans n'importe quelle organisation, quand vous consommez, quel que soit le service que vous consommez, vous avez une prise en charge très personnalisée. Vous avez un accompagnement. Et le système de santé dont on a hérité post-guerre a une prise en charge très, très standardisée. Aujourd'hui, toutes ces startups, tous ces outils permettent justement de remettre de la personnalisation, de l'empathie, de l'écoute dans ce système de soins. Donc quand Emmanuel Macron, le président de la République, promet un médecin traitant pour les Français, pour tous les Français qui en ont besoin d'ici la fin de son quinquennat, vous estimez que les startups comme la vôtre, Curcol, font partie des solutions ? Elles font partie des solutions, je dirais même elles contribuent à cela, parce qu'aujourd'hui l'idée c'est de dire finalement nous avons de moins en moins de soignants, l'hôpital manque d'attractivité, comment finalement faire en sorte que les soignants en place puissent prendre de plus en plus en charge des patients grâce à ces outils, et globalement c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Il y a quand même une question très importante qui se pose. On est dans le domaine de la santé, on parle de données personnelles très sensibles, sans doute encore plus qu'ailleurs que dans d'autres domaines. Comment vous garantissez la protection de ces données personnelles ? Après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes dans le domaine, quand même, vous avez quand même des exigences qui sont très très élevées. C'est-à-dire, on ne lance pas une start-up ou une entreprise dans la santé connectée en traitant des données de santé. Pour pouvoir les traiter, il y a des exigences. Donc, il y a ce qu'on appelle l'hébergement de données de santé, qui répond à des critères bien spécifiques de traitement et de protection et d'accès à ces données-là. Vous avez également le RGPD qui met des normes très très fortes. On est quand même l'un des pays qui a le plus légiféré là-dessus, particulièrement. Donc aujourd'hui, si vous voulez, les failles ou les problèmes qu'il y a pu y avoir dans certains établissements de santé sur les données de santé, comme les hackers qui ont pu à des moments précis bloquer certains hôpitaux, souvent fondamentalement, c'est pas lié à l'infrastructure informatique. Souvent, c'était des hôpitaux justement qui manquaient d'infrastructures assez solides là-dessus. Et la première faille aujourd'hui, dans ces données-là, ce sont plutôt des comportements humains. Typiquement, c'est dans les hôpitaux, c'est quand on clique sur un lien parce qu'on a reçu un mail, etc., et on ne connaît pas le destinataire de ce mail. Donc, en tout cas, on est dans un pays dans lequel l'exigence réglementaire est très très élevée et la quasi-totalité, je dirais, des entreprises qui sont dans ce secteur se soumettent à ces exigences. Et d'ailleurs, aujourd'hui, elles le protègent et elles demandent encore plus de réglementation là-dessus. Pour pouvoir recréer encore plus de confiance vis-à-vis, en tout cas, des patients et des soignants. J'ai une question peut-être un peu bête, mais voilà, quand vous vendez pas les données personnelles, on est dans le domaine sanitaire, c'est-à-dire que quand on est une start-up, on se finance comment ? C'est quoi le business plan ? Alors, il y a deux choses. Déjà, premièrement, quand vous êtes dans une start-up, en général, vous allez voir souvent des investisseurs parce que vous défendez une thèse, vous voulez fondamentalement changer un marché ou changer une façon de faire. Et deuxième élément, il ne faut pas oublier aussi qu'en France, on a imprimé un dispositif qui s'appelle l'article 51, qui est assez fabuleux, et en clair qui tend à faire en sorte que ces applications, ces outils puissent être remboursés par le système de soins, à condition qu'on en montre l'efficacité. C'est-à-dire soit parce qu'on aide le système de santé à faire des économies, soit tout simplement parce qu'on a un gain de temps assez important pour les établissements de santé, et ainsi de suite. Et il ne faut pas oublier aussi, dans le cadre par exemple purement hospitalier, ce sont des entités qui s'équipent en outils informatiques, qui achètent ces outils-là. Donc le business model en soi, c'est de la vente de logiciels, de la licence, et également, dans le cas des pathologies chroniques, un modèle de remboursement en cours de construction, étant donné que vous savez qu'à partir de septembre, il va y avoir une généralisation de toutes les solutions télésuivies, en tout cas un remboursement sur un certain nombre de pathologies. Et ben voilà pour toutes ces précisions. Mohamed Daini, fondateur et patron donc de Curcol, plateforme digitale pour le suivi des patients chroniques. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et bonne journée à vous. Merci. Dans un instant, nous allons en Normandie sur la côte d'Albâtre, ces falaises blanches, tout près d'Étretat. Et nous allons, écoutez bien, dormir dans une yourte. Restez avec nous, il est 8h50 sur Sud Radio. Retour du grand matin été dans un instant sur Sud Radio.